tout quitter pour partir à l'autre bout du monde. Vivre une aventure exceptionnelle au cœur du continent le plus mystérieux de la planète, l'Afrique. Se laisser embarquer par des rencontres inattendues et séduire par l'hospitalité de ses habitants. Seul et à la force des mollets, tel est le pari un peu fou auquel nous invite Virgile. Du Maroc au Tchad, de la République démocratique du Congo à l'Afrique du Sud, dans la boue collante de la forêt tropicale ou dans le sable des déserts brûlants, nombreuses sont les embûches qui se présentent à lui. Entre moments de doute et de joie, il se sortira des situations délicates et drôles qui se dressent devant lui. En route pour une fabuleuse épopée de 20 000 km, depuis la France jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Je traverse le Sahara occidental, une région longtemps restée sous contrôle espagnol. Partagée entre le Maroc et la Mauritanie en 1975, la zone fut revendiquée par les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie. Aujourd'hui, les tensions restent vives et les sables du désert sont encore semés de mines. Voilà, donc je vais me poser ici, dans cette station-service. Une de plus au palmarès des stations-service, dont j'ai déjà testé les béton, carrelage, pelouse, poubelle. Bon, il n'y a personne sinon ici. Hein. Peut-être juste la gendarmerie royale que j'ai vue tout à l'heure, qui m'a vivement recommandé de passer la nuit ici, d'éviter d'aller camper dans le désert qui est encore truffé de mines. Bon, ça je sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'elles ont toutes été enlevées, mais eux disent que non. Et la prochaine ville est à 208 km. Je sais pas si ce sera possible de rêver avec un tel bruit de fond, mais je vous dirai ça demain. Finalement, le bruit a cessé mais les chiens m'ont attaqué. J'ai fini la nuit dans une benne à ordures, mais qu'importe, j'arrive en Mauritanie. Derrière moi se tient déjà la frontière marocaine et ça fait vachement plaisir d'en arriver là. Derrière c'est 6 km de No Man's Land et c'est ensuite la Mauritanie. Dans le No Man's Land entre le Maroc et la Mauritanie. Un lieu de nulle part où il n'y a rien du tout, où il se passe rien, où il n'y a même pas de route. Donc chacun fait sa route jusqu'à la frontière de la Mauritanie. Le drapeau mauritanien est une tache verte qui flotte sur l'horizon brûlant. Tel un astre, il m'indique le chemin à suivre vers le poste frontière. Il commence à y avoir de grosses belles dunes. Il y a toujours autant de vent dans le désert, c'est vraiment incroyable. Petit tour d'horizon. J'ai encore 700 km de désert et je devrais en sortir. Mon passeport tamponné, je m'élance pour une longue apnée jusqu'à Nouakchott, la capitale. La route est aussi déserte que le désert lui-même. Seul un train de quelques 220 wagons, connu pour être l'un des plus longs du monde, apporte au spectacle minéral du sable un semblant de fraîcheur. Chargé de minerais de fer, et parfois d'étranges passagers, le convoi relie les régions minières du nord au grand port de Nouadhibou. Poussé par les vents de nord-ouest, j'atteins la capitale en quelques jours à peine, près de 500 km. Quelle n'est pas ma surprise en découvrant que la grande passion des Mauritaniens est un héritage de l'armée coloniale française. C'est bien, c'est bien. Bien. Tiens les deux. On continue.
C'est pas fait. Non, c'est le point. Il y a un point. C'est ça. Non, pas facile. Il y a un. Il y a deux. Ah. Là, on est 84. Je ne dors pas. Ils sont pas toujours d'accord. Et là, ça fait même pas 60. Là, on est 60. Tu vois? Ça fait longtemps qu'ils jouent à la pétanque ici en Mauritanie? Oui, ça fait longtemps, depuis les années 60. Il y avait les papas là qui jouaient bien, Ouais. les militaires, la caserne d'Agjous, des militaires qui jouaient, toujours. Ouais. Et puis les autres, leurs amis. Mais alors depuis? Depuis nous, on était, c'était les universités. Il y a ceux qui ont eu la chance d'aller à l'université, d'avoir des bouts, des pétanques et de jouer. Il y a les autres qui ont laissé les boules depuis l'enfance. On s'attend pas à voir jouer des gens en boule, on pense plutôt que les gens ils font des courses de chameaux ou de dromadaires dans le désert. Ça c'est la campagne. Mais la ville, ils ont des boules, ils ont des cartes, la belote, ils ont des damiers. Ah oui, ils aimaient les loisirs, les distractions. Maintenant, ils aiment l'argent. Ah, c'est un autre plaisir, c'est un autre loisir. Bon bah à bientôt. À bientôt. La nuit s'abat sur Nouakchott, grande ville poudrée de sable et de lumière. Je me laisse bercer par la voix fuyante du muezzin, l'esprit happé par l'aventure qui m'attend. Le Sénégal, déjà, n'est plus qu'à quelques encablures. Il me faut encore traverser les dernières dunes et des villages où ma venue ne passe jamais inaperçue. Les charretiers mènent leurs mules bon train pendant que les enfants apportent l'eau ou refont leur match préféré sous le regard des dromadaires au repos. Le lendemain, j'atteins Rosso, ville caressée par les eaux du fleuve Sénégal, frontière naturelle entre la Mauritanie et le Sénégal. Après le long désert, l'eau abondante me redonne force et décuple mon envie d'avancer. Les enfants se baignent tandis que les piroguiers assurent les navettes entre les grèves opposées. Il me faut négocier de longues heures pour obtenir le tampon de la douane et, pour échapper à des taxes imaginaires, emprunter la pirogue d'un passeur plutôt que le bac officiel. Je quitte la Mauritanie et ça fait très plaisir. Le piroguier conduit mon vélo, ma remorque et moi-même jusqu'à la rive opposée, celle qu'on aperçoit derrière moi, et c'est donc le Sénégal. À Saint-Louis, grande ville où le vélo n'a pas vraiment sa place dans le trafic énervé, je laisse mon attelage chez Hassan, rencontré par le hasard de l'aventure. Hassan est un chanteur en vogue. Il me convie à l'un de ses concerts de l'autre côté du pont fait d'herbe, grand squelette de ferraille riveté. Dans le taxi avec Omar, Hassan, Mamadou. Hassan que j'ai rencontré par hasard hier avec mon vélo. Et donc voilà, je découvre Saint-Louis avec l'orchestre Teranga. Teranga qui signifie en Wolof, c'est ça? Voilà. En Wolof qui signifie l'hospitalité. Où est-ce qu'on va là? Bon, on va chez Agnès. C'est un grand complexe, un bar-restaurant que je vais jouer ce soir. Comme tous les week-ends avec l'orchestre Teranga de Saint-Louis, de 23h à 2h du mat. Voilà, c'est ici, c'est Agnès.
Après un repos bien mérité sur le toit de la maison d'Hassan, je me remets en selle. Ma route m'éloigne maintenant de l'océan que je retrouverai en Afrique du Sud, direction la brousse sénégalaise. À quelques semaines de la saison des pluies, l'arrière-pays est une étuve. Plutôt que de prendre la route réputée bonne, je préfère tenter ma chance par un petit raccourci. Un choix qui se révélera très vite audacieux. La route se morcelle et me voilà pris au piège des nids de poules et des épines. Chaque crevaison est un arrêt forcé de 15 minutes. La hantise du cycliste, la crevaison. Ça, j'ai dû me prendre une épine, il y a des arbres avec des épines. C'est ces arbres-là. Et comme je zigzague pour éviter les nids de poules et les rustines de goudron, j'ai crevé. Et alors, réparation immédiate. C'est parti. Et ben voilà. Je m'étais pas trompé. L'épine que je peux même enlever à la main. Je fais halte dans les villages pour observer les dromadaires, animal capable d'ingurgiter près de 200 litres d'eau en 3 minutes et ne plus boire pendant 1 mois. Si cela pouvait être valable pour les humains. Et les chameliers sont là, ils emmènent cette troupe, ce troupeau jusqu'à Touba, ville sainte du Sénégal pour débiter les cuisseaux des chameaux en brochette. Voilà, pour les festivités à venir. Plus loin sur la route, je suis invité à prendre part au puisage de l'eau. C'est un travail de tous les jours et particulièrement difficile. Il faut que je tire. Oh là 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 là, il faut que je puise l'eau moi aussi. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Comme ça. Et maintenant on verse dans la bassine. Et maintenant on fait quoi? On verse dans la bassine après. Elle est où la bassine? Oui, elle est là. Et après l'eau vous en faites quoi? Donc c'est pour remplir les canaries à la maison. Ah, c'est pour remplir, c'est pour la maison. Il y a toujours de l'eau ici? Il y a toujours de l'eau, il y a la nappe maintenant qui remplit toujours le puits. D'accord. La nappe est profonde de 41 mètres. Maintenant il y a toujours de l'eau. Maintenant il faut tirer avec la corde maintenant pour faire sortir l'eau. Pendant que les femmes transportent l'eau au foyer, j'accompagne Joe, le professeur du village. Nous rendons visite à une éleveur peule. Traditionnellement nomades, les peuls sont des éleveurs dont la réputation n'est plus à faire. Chez eux, l'élevage de bovins est principalement pratiqué pour le lait. Bon alors je goûte? Ouais, vous pouvez goûter. C'est bon? Ah, c'est bon. C'est chaud. Ah, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. C'est un peu chaud et surtout, j'ai le souvenir du lait de chameau à Tiznit. Il était sucré celui que j'avais bu et j'avais été un chouïa malade, enfin pas malade, mais j'avais senti que c'était pas forcément ce que je devais boire. Puisque nous ici on n'aime pas le lait de chameau. Ah ouais, d'accord, c'était beaucoup plus gras, c'était beaucoup plus épais. Ah, c'est ça. Mais bon voilà, je suis content d'avoir goûté le lait de zébu, c'est la première fois que je goûte le lait de zébu, il y a un début à tout. Au revoir. Je continue ma route sous le poids accablant du soleil, et je paye mon raccourci le prix fort lorsque le sable s'en mêle.
Dans ces conditions, il m'est impossible de pédaler et je n'ai pas d'autre choix que de pousser mon attelage. Là, je suis KO là. Et l'eau, bien sûr, est à température ambiante. Donc 45 degrés. On sent la peau qui cuit presque. Tout est chaud, tout ce que je touche est chaud, mes habits sont chauds, ma casquette, mes chaussures sont chaudes. Ça, c'était la bonne idée de prendre une route à l'intérieur du pays et d'éviter les axes principaux, mais... Ouais, c'est dur la chaleur. Tape sur le système et ça rend tout mou. Même les bœufs, ils sont tout mous là, juste en face. Je me sens soulagé lorsque j'atteins enfin Bakel, petite bourgade au bord du fleuve Sénégal. C'est ici que l'écrivain René Caillé aurait fait étape avant d'être le premier occidental à atteindre la ville de Tombouctou au Mali en 1928. Son célèbre livre, Voyage à Tombouctou, a fasciné nombre d'Européens. Le Mali n'est plus qu'à quelques coups de pédale. À nouveau piégé par mon penchant pour les raccourcis, je suis contraint de prendre le train, une aventure de quelques heures. Côté pas pratique, c'est que je suis pas censé monter dans un train de marchandises, du coup j'ai pas trop le droit de filmer. Voilà, c'est très compliqué. Il y a deux agents qui sont chargés de la sécurité du convoi qui transportent essentiellement du sucre. Ils sont pas censés prendre des gens comme moi, donc c'est plutôt discrètement que je filme. C'est un peu un jeu de cache-cache. Sur les routes et les pistes de latérite, je ne suis plus le seul à pédaler. En France, nous voulons qu'on parte là-bas. Ah, partir en France? Oui. Avec le vélo? Non, bon, nous on ne peut pas partir avec nos vélos. Pourquoi? Parce que nos vélos ne peuvent pas partir là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ton vélo qui peut pas partir là-bas? Parce qu'ils ne sont pas bien quoi. Ah mais il est très bien ton vélo là. C'est un super vélo, il a l'air avec des poignées, avec des étoiles. Si vous me mettez dedans l'argent, je peux préparer mon vélo et on fait ensemble quoi. Ensemble jusqu'en Afrique du Sud? Oui. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et t'es prêt à faire 15 000 km à vélo? Oui. Ah toi tu partirais comme ça sans problème? Non, sans problème. Avec les premières pluies de l'année, les paysages desséchés se sont métamorphosés. Dans les villages, je suis fasciné par les artisans, comme ici près de Koumatou, où le meunier Moussa tente de relancer son vieux moulin diesel pour moudre son fonio, son maïs et son sorgho. En Afrique, je m'en aperçois bien vite, toute réparation est un art consommé du recyclage et de l'adaptation que j'observe incrédule. Il lui faut rassembler 3 courroies usagées au moyen d'écrous pour en obtenir une capable d'entraîner sa meule. La concentration de Moussa le rend taciturne. Il faut dire que l'enjeu est de taille. De son ingéniosité dépendent tous les villageois, car les farines que produit Moussa constituent la base de leur alimentation.
Comment faire pour garder de l'eau toujours fraîche? J'ai trouvé le frigo du désert. C'est le bidon entouré de coton mouillé comme ça et qu'on laisse sur le vélo, et avec l'air qui passe en permanence sur le tissu mouillé, ça rafraîchit directement l'eau qui est à l'intérieur du bidon, et voilà, j'ai toujours de l'eau fraîche. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut toujours humidifier le coton, la toile de jute à la surface du bidon, quoi, et donc ça sèche en 5, 10, 15 minutes parfois. J'atteins déjà le Burkina Faso, le pays de l'homme intègre. Je redouble d'efforts pour arracher du terrain à la carte. La verdure décuple mes forces. Un, 2, 3, le tampon du chef de poste, très sympathique. Dommage qu'il n'ait pas accepté que je le filme. Il avait une très belle moustache. Et le tour est joué, ça y est, je suis au Burkina Faso. Comment ? Le Burkina Faso, extraordinairement vert, hallucinant, tout simplement épatant. C'est plus vert que vert, c'est de la chlorophylle bodybuildée. En Afrique de l'Ouest, impossible de passer une journée ou même quelques heures sans manger. Les mangues, on trouve les mangues partout. C'est le mois de juin et c'est la fin de la saison des mangues, mais j'en mange au moins 5 ou 6 par jour. Et là-dedans, il y a tout le sucre dont j'ai besoin pour pédaler et doubler les mobylettes sur la piste. C'est pas le tout de parler, mais il faut aussi goûter. Bon, il y a plusieurs techniques pour les découper. Ici, les gens les mangent sans même enlever la peau. Moi, j'ai trouvé une technique qui me permet d'économiser un maximum d'eau pour me laver après les mains. Et là, et là à l'ombre pendant les chaudes heures de la journée à manger de la mangue. Si ça c'est pas le bonheur, c'est au moins le commencement du bonheur, hein. Bonjour. Ça va bien? Vous faites une pause et vous travaillez au champ? Qu'est-ce que vous faites? En train de sarcler. Sarcler? Pour planter le maïs? Bien décidés à me montrer ce qu'ils font, les ouvriers me conduisent à leur champ. Comment ça s'appelle alors cet outil? Un dino. Dino. D'accord, un dino. Voilà. Dino. Dino. Bon, faut me montrer comment ça marche. Je vais essayer. Vous allez essayer. D'accord. C'est parti. En fait, vous arrachez l'herbe. Il faut arracher l'herbe comme ça? Non. Enfin là. Passer autour du petit maïs. Voilà. Ah d'accord. Ah je comprends. Ah ouais, ça c'est le pied de maïs ça. Ah faut pas l'arracher quoi. Bon. Bon je comprends. C'est pas trop difficile mais toute la journée sous le soleil comme ça. Eh bah ça vous tue un homme. Au revoir. À bientôt. Pas facile, mais je m'en sors pas mal. Pas mal, mais je me sens quand même plus à l'aise sur une selle qu'un outil à la main.